Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Philippe Dallémy. On est ensemble jusqu'à 19h. La démocratie s'affole, culture, élection, les citoyens en première ligne. On en parle avec bien entendu Aurélie Gros, Stéphane Pellet du G500. Bonsoir, merci d'être comme chaque lundi. Merci de nous accueillir. Avec des sujets passionnants. Le G500, l'ONG citoyenne qui s'engage aujourd'hui, plus de 2300 associations derrière ce G500. Tellement d'ailleurs que ce matin, toutes ces associations ont publié un communiqué commun en appelant simplement les citoyens à aller voter dimanche prochain pour qui ils veulent. Bien sûr, il y a le choix. 38 listes. 38, oui. Hein, ça va là. Et avec un scrutin à un seul tour. Donc toutes les voix comptent. Oui, bien sûr. Toutes les voix comptent. Il n'y a pas de vote utile. Sinon, nous, on a un petit clin d'œil qui n'a rien à voir. Vous avez entendu la première femme élue présidente de la République au Mexique. Absolument. Saluer quand même, parce que bon, on est dans des pays de tradition un peu machistes. On va lui tirer notre sombrero. Et voilà, ça commence. Exactement. Allez, au sommaire de cette émission, à ce jour, plus de 55% des Français ne souhaitent pas se rendre au vote aux élections européennes du 9 juin. Depuis les premières élections directes du Parlement européen, c'était en 79. L'abstention s'est faite croissante jusqu'à enregistrer un taux record de plus de 57%. C'était en 2014 et malgré un léger recul en 2019, on est passé en dessous de la barre des 50%. L'abstention pourrait une nouvelle fois être élevée. On va en parler dans quelques instants avec Chloé Pahu, qui est CEO et fondatrice de Civocratie. 150 000 spectateurs pour le IN, 100 000 pour le OFF et désormais près de 10 000 pour le IF. Le Festival d'Avignon reste le plus grand festival de théâtre au monde et les citoyens sont aussi de la partie puisque désormais, depuis 10 ans, ils peuvent accueillir dans leur jardin des troupes professionnelles. Simon Salomon, délégué général du IF, c'est ce qui se passe dans les jardins, sera avec nous pour en parler. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Aurélie Gros, Stéphane Pellet avec nous et Aurélie, les européennes à venir dans quelques et avec ce taux qui est quand même assez effrayant. Bah oui, on remarque que pour lutter contre ce taux, il faut renforcer l'information et la sensibilisation au quotidien des citoyens à ces enjeux qui sont relativement méconnus, qui sont les enjeux européens, et ça passe évidemment par une meilleure communication des institutions européennes, mais aussi par un engagement plus fort des médias et des acteurs politiques nationaux. Alors il y a des campagnes d'information, il y a des débats nombreux. Bon, c'est vrai qu'on est assez étonné comme citoyen que, par exemple, les petites listes ne soient pas gérées dans les médias comme les grandes listes, puisqu'aujourd'hui le débat se fait essentiellement autour de 8 candidats alors qu'il y en a 38. Donc 8 sur 38, vous faites le pourcentage. Et justement, on a ça fait à peine 20%. Chloé, qui est avec nous, qui est accompagnée de 2 témoins, mais qui est fondatrice de Civocratie, qui a installé à Berlin, donc elle nous appelle de Berlin depuis plus de 10 ans. Elle nous appelle pas en PCV par hasard? Non, j'espère pas. Comment on dit PCV en allemand? Et on aimerait d'abord lui poser la question parce que elle s'intéresse aux questions de démocratie. Elle a monté Civocratie. Et donc bonsoir Chloé. Alors c'est quoi Civocratie? Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, vraiment très très heureuse d'être ici et de pouvoir présenter notre travail et puis l'initiative Vote Anyway. Donc oui, moi je suis la CEO et fondatrice de Civocratie. Comme l'indique le nom, moi mon puzzle quotidien effectivement c'est l'engagement et la démocratie. On est installé à Berlin depuis 10 ans, mais on est une SAS lyonnaise. Je pourrais peut-être raconter ça après. Et nous, notre dada, c'est vraiment de craquer l'engagement citoyen. Qu'est-ce qui fait qu'on transforme une personne normale en une personne qui a envie de se mobiliser, de s'engager?
Donc nos clients, c'est des entreprises, des municipalités, des ONG, et on les aide à mobiliser très largement autour de leur mission, autour de leurs projets d'intérêt public, leurs clients, leurs consommateurs, leurs citoyens, leur communauté, avec à la fois des stratégies comme une agence créative et une plateforme digitale dite Civic Tech. Voilà, c'est Civocratie. Si on peut faire, pardon Philippe, si on peut faire le lien entre, puisque vous êtes aujourd'hui à Berlin, entre la France et l'Allemagne, est-ce que le problème se répercute de la même façon dans les deux pays, un problème justement de démocratie et d'élan à aller voter? Oui, on voit très largement que quand on parle des élections européennes, d'une manière générale, très très peu de gens ou sont au courant ou se mobilisent pour aller voter. L'abstention est un tout petit peu moins grande en Allemagne. Je pense que les Allemands ont un passé un peu traumatisant qui fait qu'ils se mobilisent plus, mais ça reste aussi un très grand problème. Et c'est aussi pour ça, nous, depuis Berlin, on voit un peu, on travaille avec plein de pays en Europe et c'est une tendance qu'on observe vraiment partout, que ce soit chez la Gen Z ou la génération un peu plus âgée. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a eu envie de démarrer cette initiative que je vais vous raconter. Aurélie. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est 76% d'abstention de la Gen Z, 25% de mal inscrits, 50% d'abstention en général en France pour les élections européennes. Dernière estimation, je vous coupe, c'est le rolling du jour, 50,5% d'abstention prévue, c'est d'aujourd'hui. Ah bah ça baisse un petit peu. Oui, ça baisse, ça augmente. C'est bien. Alors pourquoi en tant qu'entreprise, ces chiffres vous concernent-ils autant ? En fait, donc, comme vous en doutez, chez Civocratie, ceux qui travaillent sont très engagés. Ça faisait un moment qu'on cherchait un moyen de pouvoir mobiliser largement les gens autour de ces élections. On avait été contacté en décembre par ECAS, qui est une des branches de la Commission européenne, pour organiser des ateliers. Et on s'est dit, ok, c'est encore un truc, on va bosser comme des fous. Et des ateliers, c'est chouette, mais il y a 50 personnes qui viennent. Donc le ratio effort-impact nous paraissait pas super judicieux. On voulait trouver un mécanisme qui soit beaucoup plus redoutable pour aller toucher le maximum de citoyens pour se rendre aux urnes. Et en janvier, je lisais le rapport d'un sociologue qui est passionnant, qui s'appelle Raphaël Liorca, qui disait aujourd'hui, les politiques ont perdu la bataille des imaginaires face aux marques et aux entreprises. Alors évidemment, c'est un constat très triste et que la priorité reste de rétablir cette confiance. Je pense qu'Aurélie Gros sera d'accord avec moi. Mais en revanche, quand j'ai lu ça, je me suis dit ok. Si les marques aujourd'hui, si les entreprises, elles savent parler à des communautés, elles ont des audiences. Nous, on fait du marketing toute la journée. On sait comment servir des réseaux sociaux. On parle, que ce soit des fondateurs ou les entreprises. Est-ce que on pourrait utiliser, c'est ce nouveau pouvoir d'influence, le temps d'une campagne, se mobiliser tout ensemble pour lancer un seul et même message non partisan, mais citoyen à toutes nos audiences. Les gars, les meufs, quoi qu'il arrive, le 9 juin, on va tous voter. Ouais. Donc c'est un peu comme ça que ça a démarré en janvier. J'ai appelé aujourd'hui les organisations qui sont partenaires de cette campagne qui s'appelle Vote Anywhere, en leur disant est-ce que vous avez envie de vous lancer avec nous? Donc on le fait avec B-Lab Europe qui porte le label B Corps et Earth for All qui est un des spin-offs du Club de Rome. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qu'on a voulu lancer. Alors, on va en reparler dans quelques instants. On aura deux témoins, Romaric Guedar-Conte, CEO de Smash, et Grégoire Ducret, qui est CEO de la fondation d'entreprise Advance for People and Planet. On en parle dans un instant. Vous bougez pas, on fait une petite pause et on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on se retrouve avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet comme tous les lundis et nos trois invités du soir pour le premier débat, Chloé Pahu, CEO et fondatrice de Civocratie, Romaric Guedar-Conte, CEO de Smash et Grégoire Ducret, CEO de la fondation d'entreprise Advance for People and Planet. Chloé Pahu, est-ce que cette envie de voter ou cette non-envie de voter, c'est la même dans les pays d'Europe qui ont toujours été des démocraties depuis 1945 ou d'autres qui n'ont pas voté de 1945, voire avant jusqu'à 1990, 91, 92 et la chute du mur de Berlin et du rideau de fer?
Non, on voit quand même que sur les pays de l'Est, l'abstention est encore plus forte. Et d'ailleurs, dans la mobilisation qu'on a fait, aujourd'hui, on est plus de 200 entreprises. Et c'est vrai que sur les pays de l'Est, ça a été plus compliqué de trouver le bon angle pour toucher ces entreprises et les encourager à se mobiliser. Bon, il y a aussi une question de langue, de temps, de moyens, etc. On s'y est pris il y a 2 mois et demi, donc il fallait aller vite. Mais on voit que c'est pas tout à fait la même chose dans chaque pays d'Europe. Romaric Gouet-Darconde, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes CEO de Smash. Comment ça se passe au sein de l'entreprise, justement, pour ne pas faire de propagande, mais pour étendre justement cette démocratie et inciter à aller voter? C'est quoi le message? Bonsoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le message, il dépasse l'entreprise Smash. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est plutôt transmettre le message à travers notre audience. On a la chance d'être un service de transfert de fichiers volumineux, au même titre que, par exemple, WeTransfer, que vous connaissez probablement. Oui. On a la chance d'avoir aujourd'hui un peu plus de 5 millions d'utilisateurs en Europe. Et on a la chance d'avoir un business model qui est en partie un business model publicitaire. Il se trouve que chez Smash, et ça fait partie de notre ADN, c'est qu'il y a une partie de cet inventaire publicitaire qui est assez important, c'est-à-dire que c'est presque 40% de notre inventaire publicitaire qu'on dédie au sponsoring d'initiatives culturelles, d'initiatives environnementales et citoyennes. Et c'est dans ce cadre-là, entre guillemets, que ça faisait sens de pouvoir faire, entre guillemets, la promotion de cette initiative. Et ce qu'il faut savoir à travers Smash, c'est que on a la possibilité de transmettre de manière extrêmement immersive et impactante des messages auprès de l'ensemble de nos utilisateurs, qu'ils soient français, allemands, espagnols. Enfin, on a la possibilité de faire la promotion et d'inviter, entre guillemets, l'ensemble des citoyens européens à participer et à voter dimanche prochain. Est-ce que vous pouvez calculer, Stéphane Pellet, est-ce qu'il y a un calcul d'impact en fait sur ce que le type de message que vous envoyez? Est-ce que vous savez si effectivement ça peut changer les choses ou c'est juste finalement dans un sens? On vous dira le 10 juin, évidemment, qu'on demande à nos participants de monitorer sur chaque message qu'ils lancent sur leurs réseaux sociaux, comme Smash qui l'a fait sur son app, de pouvoir ensuite nous transmettre combien de personnes ont été touchées. Ensuite, je dirais que le KPI de succès, c'est le taux d'abstention, même si, encore une fois, sur quel ratio on s'appuie? Est-ce que c'est les dernières élections? Est-ce que c'est le dernier sondage? Tout ça, c'est des choses qu'on définit en faisant. Mais on vous dira le 10 juin si vous nous réinvitez lundi prochain. Avec un gros mal de tête suite aux résultats, on vous dira si on pense avoir eu un impact. En tout cas, nous tous aujourd'hui, sur les 200 entreprises qui se mobilisent, on touche une audience de plus de 20 millions. De citoyens, citoyennes. Énorme. Donc, bon, est-ce que c'est assez? Certainement pas. Est-ce qu'il faut faire plus? Certainement. En tout cas, c'est un peu comme ça. En tout cas, c'est un bon début. C'est un bon début. Il faut toujours commencer par quelque chose. Alors, Grégoire Ducret, vous êtes CEO de la fondation d'entreprise Advance for People and Planet. Qu'est-ce que Advance for People and Planet? Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Advance, c'est une entreprise française qui est leader en cybersécurité. Aujourd'hui, on s'étend en Europe. On protège des entreprises des différentes menaces cyber qui ne cessent de grandir. Donc, on protège des libertés et on a décidé il y a quelques années de créer une fondation d'entreprise puisqu'on crée un modèle d'entreprise, on va dire, très innovant, très engagé, puisqu'il y a 50% de la valeur financière de notre entreprise qui va vers ce fonds de dotation et qui utilise pour investir dans des actions sociales et environnementales qui permettent de prendre soin de la société, de l'environnement. Et donc, ce sujet-là est un sujet primordial pour vous, c'est ça? Je pense qu'il est important, et je pense dans le rôle que les entreprises ont à jouer, c'est que l'engagement sociétal, il est devenu extrêmement important aujourd'hui au sein des entreprises. On voit que c'est un facteur d'attractivité qui est très fort face à la crise du sens au travail. Nous, on le voit, ce modèle, il se traduit de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute 180 collaborateurs par an sur un marché en pleine pénurie. Et à 70%, ils nous disent « on vient chez vous parce que votre projet d'entreprise, il dépasse ce que font les entreprises en normalité. On a un taux de rétention des talents qui est le plus bas du marché. Et donc, quelque part, c'est important parce que
l'entreprise, maintenant, en déployant en fait cette capacité à intervenir dans la cité, à pouvoir avoir des actions sociales et des actions environnementales, elle devient une entité politique. Je n'ai pas dit partisane, une entité politique, et donc du coup, on vient choisir un contrat de travail dans une entreprise, un peu comme on vient mettre un bulletin de vote dans une urne. Et donc finalement, épouser ce sujet de la démocratie, il est assez naturel pour nous. Tout simplement parce que il s'inscrit dans cet engagement sociétal, et même si on va un petit peu plus loin, l'entreprise fait partie de la démocratie. Quand aujourd'hui, dans une entreprise, vous allez avoir une liberté d'expression, vous allez en même temps avoir une capacité d'information, vous allez aussi avoir des capacités de débat, d'altérité, comme parfois on en voit assez peu, parce qu'on vit aussi beaucoup parfois dans des cercles restreints dans nos propres vies. Et puis après, c'est un lieu de participation également. Donc je pense que l'entreprise, en tout cas, est déjà une entité démocratique en tant que telle, qui ensuite a encore un vrai rôle à jouer par rapport à la démocratie pour l'aider. Stéphane Pellet. Mais d'une certaine manière, quand même, les entreprises, là, c'est très beau ce que vous faites, c'est vertueux, mais on a tendance à se dire, bah oui, vous êtes au milieu de ce marché de 500 millions d'Européens, qui d'abord est un marché, on le sait tous, on est très loin de l'Europe fédérale. Est-ce que c'est pas dur de faire passer votre message quand on sait qu'il n'y a pas la même manière de voter dans pratiquement aucun pays? Regarde, des pays, on vote la semaine, d'autres c'est le dimanche, on a pu voter par correspondance en Suède, en Allemagne, à 16 ans, on peut voter, les taux, vous savez, pour faire élire des députés, alors chez nous c'est 5%, en Allemagne c'est 3%, 1%, enfin, comment on fait pour avancer et faire comprendre aux gens que justement ils font union si on a un tel bazar de règles? Un marché qui n'est pas unifié, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Le marché du vote n'est pas unifié. Merci. Nous, notre rôle sur cette campagne, ce qu'on a voulu, c'est un message qui dit « on va voter ». Comment, pourquoi, il y a plein d'autres initiatives qu'on référence ensuite, dont l'Union européenne quand même, et qui va vous expliquer pour qui, pourquoi. On a juste décliné le message et la date en fonction effectivement des pays. Hein, les Hollandais se rendent dans 3 jours aux urnes déjà, donc on a un petit peu adapté le récit, le slogan, etc. Mais vraiment, on a aussi voulu rester à une autre place, c'est-à-dire que nous, entreprises, on n'est pas là pour sur cette campagne se substituer aux politiques. On n'est pas là pour se substituer aux institutions qui doivent faire leur travail, qui est de communiquer sur pourquoi on vote, pour qui on peut voter, mais vraiment de dire, allez, on a ce pouvoir d'influence en tant qu'entreprise, on peut ensemble lancer un message commun. Si on le fait chacune séparément, c'est un grain de sable. Si on le fait tout ensemble, effectivement, on peut atteindre un nombre record d'Européens et d'Européennes. Que ce soit Romaric Gouédard-Comte ou alors Grégoire Ducret, ce sont des entreprises peut-être avec une population plutôt jeune dans le cadre de l'entreprise, ou alors est-ce que c'est pas finalement une catégorie de personnes qui sont plus enclines à aller voter? Alors oui, c'est une super bonne question. Comment on sort de sa bulle, et effectivement des personnes qui vont déjà voter. Et franchement, dans cette initiative, on voit une disparité dans le style d'entreprise, que ce soit B2B, B2C, qui s'adresse avec des produits plutôt pour les jeunes, les moins jeunes. Donc ça a été un super résultat. Et finalement, la campagne, elle permet aussi à chaque entreprise de s'approprier le slogan et de le décliner en fonction de son audience, de ce qu'elle vend, entre guillemets, de sa solution. Donc c'était aussi la liberté qu'on leur laissait, de pouvoir adapter à qui ils parlent et de pouvoir influencer de cette manière. Ensuite, oui, comment on sort de la bulle? C'est ça, c'est trouver des entreprises qui portent des messages différents, c'est montrer que ce message-là, il est commun, et qu'ensuite, on laisse la liberté, le libre arbitre à toutes nos audiences de décider qui, comment, pourquoi. Aurélie Gros. Oui, parce que quand on regarde aux États-Unis, les plus grandes marques de retail affichent déjà les dates des élections sur les grands panneaux dans leurs magasins. Donc pourquoi pas les pays européens, puisque vous avez des citoyens à part entière qui sont dans vos entreprises, qui adhèrent en tout cas à une politique, la politique de l'entreprise, et qui s'intéressent aux grands sujets de société. Donc je trouve l'initiative très belle. Mais je crois, Chloé, puisque le temps passe, et que vos deux invités et partenaires ont le même message à passer, ont en tout cas un appel à faire aux entreprises qui nous écoutent ce soir, pour vous rejoindre.
ce qu'on voudrait, c'est que déjà les auditeurs, auditrices, allez voter, c'est le plus important. Et que chacun, dimanche prochain, fasse en sorte qu'on se retrouve tous aux urnes. C'est tellement important. Et puis pour les salariés, les dirigeants, les managers, tous ceux qui nous écoutent, rejoignez ce mouvement. Il est ultra simple à prendre en main. Vous tapez sur votre serveur préféré, mouvement 9 au 6 ou campagne Vote Anyway. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour télécharger un très beau kit de com et diffuser à votre audience ce message-là. Un petit message Advance peut-être. Et Smash, elles sont pas isolées, elles sont engagées. C'est vrai qu'on a j'ai choisi d'inviter ce soir deux dirigeants qui sont déjà très très sensibles à ce sujet-là. Mais encore une fois, nos audiences nous attendent. On a très peu de temps. Peut-être un petit message de fin, justement pour inciter les entreprises telles que les vôtres, que ce soit Grégoire Ducret ou Romaric Goudarconte, peut-être. Un message simple, n'ayez pas peur. Je pense que souvent on fait un amalgame entre politique et politicien. Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'en ayant pris cette initiative rapidement, c'est un sujet qui est fédérateur. Quand on parle de démocratie, quand on parle juste de participation et qu'on parle pas de droite ou de gauche, on se rend compte qu'il y a un élan formidable. Et je pense que c'est la première fois sur un sujet sociétal où j'ai des salariés aussi bien d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France et de toute génération qui se retrouvent dans un message et qui sont sensibles et ça leur fait du bien. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Romaric Goudarconte, allez, un petit mot de la fin. Oui, mais je crois que Grégoire a tout dit. Je rejoins parfaitement ce qu'il vient de dire. Il faut qu'à la fois les collaborateurs mais aussi les entreprises n'aient pas peur de s'engager sur ce type d'initiative. Ça peut que aider La démocratie. Merci beaucoup Chloé Pahu, CEO et fondatrice de Civocratie, Romaric Goudarconte, CEO de Smash et Grégoire Ducret, CEO de la fondation d'entreprise Advance for People and Planet. Et dans un instant, on va vous parler art et culture avec notre invité. Allez, on fait une petite pause. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Chaque lundi, on vous revient sur la citoyenneté, l'engagement de chacun et surtout comment développer des idées, faire changer les mentalités, montrer que finalement par certaines voies les mentalités changent et là par la voie de la culture et ça c'est très important. On va vous parler du Festival d'Avignon qui reste quand même, je le rappelle, le plus grand festival de théâtre du monde avec notre invité Philippe. Oui, Simon Salomon, comédien, bonsoir et directeur général du IF. Bonsoir. Alors le IF, il y a directeur général de IF. Oui, il y a 3 festivals d'Avignon. En un, en fait, il y a le IN, le OFF et le IF. Tiens, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Oui, pour faire la différence. Déjà, bonjour, et l'introduction de monsieur Stéphane Pellet. C'était très très bien. Bravo Philippe. Non mais simplement, moi j'ajouterais quelques mots. Je voudrais déjà saluer la présence de Simon Salomon. Je sais qu'on va aussi avoir tout à l'heure en direct un des citoyens, une des familles qui accueillent ces spectacles. C'est simplement pour dire que c'est magnifique quand les citoyens se mobilisent, même à l'intérieur du plus grand festival professionnel. Eh bien, il y a la place pour une citoyenneté de la culture. Voilà. Ouais. Simon, c'est à vous. Bah voilà, heureusement que vous l'avez dit, c'était tellement mieux dit que nous. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Hein. Bonsoir, merci de me recevoir. En gros, pour faire le distinguo, le Festival d'Avignon, c'est la ville et le mois de juillet. Et dedans, il y a le IN, qui est une programmation officielle, soutenue par le ministère de la Culture, etc., qui est la vraie institution du festival. Le OFF, qui est l'ensemble des compagnies, des lieux de spectacle dans toute la ville et qui est très foisonnant. Et depuis 11 années, le IF qui se rajoute et qui est un peu une alternative différente puisque c'est les citoyens mécènes qui ouvrent leurs portes pour soutenir des compagnies qui ne peuvent pas faire le OFF tout simplement. C'est génial. Donc un peu le tremplin. Et ils ne peuvent pas pourquoi ? Pour des questions d'argent ? Pour plein de raisons. Le OFF, ça coûte cher, je crois, pour les compagnies. Ouais, quand on fait le repérage tout le long de l'année pour savoir quelle pièce on aura en juillet dans le IF, on a plein de réponses différentes. Il peut y avoir des gens qui ont simplement pas l'équipe, pas l'équipe de production pour dire allez, on vous suit, on met les 20 000 € nécessaires pour faire Avignon parce qu'on croit en vous, qui ont pas forcément fait assez de rodage, c'est-à-dire jouer assez de fois leur spectacle pour que ça soit prêt à rencontrer son public, ou qui n'ont pas les connaissances, les moyens humains ou financiers, voilà. Et donc nous on s'inscrit là pour les soutenir et dire nous on croit en vous, pas besoin d'argent, on s'occupe de tout parce qu'on a des mécènes entreprises, on a le groupe de Go qui nous soutient notamment, la région Sud, etc., et des mécènes citoyens
qui ouvrent leurs portes, etc. Donc, on vous accueille, on s'occupe de tout, et vous rencontrez une 50aine de professionnels chaque soir qui vont critiquer un peu votre spectacle, vous aider à avancer, l'acheter potentiellement. Stéphane Pellet. Et Simon Salomon, vous qui avez fait l'école Claude Mathieu, je crois, c'est ça, et vous êtes comédien par ailleurs aussi et metteur en scène. Vous pensez que c'est une réelle chance, c'est comme ça qu'il faut faire pour dégoter la pépite ou révéler le talent? Parce que j'ai vu qu'il y a aussi des comédiens très confirmés qui ont fait Comédie Française ou l'Odéon ou je ne sais quoi, qui sont venus dans le IF. En tant que comédien, moi je crois que c'est une vraie chance d'avoir des tremplins, quels qu'ils soient. Là, en l'occurrence, on a la chance qu'ils soient en plein cœur d'Avignon au mois de juillet, où il y a tous les professionnels qui potentiellement peuvent vous repérer. Donc c'est une vraie chance pour les jeunes compagnies, ça c'est sûr, qui connaissent personne, donc n'ont pas les financements, mais aussi pour des comédiens ou des chanteurs, parce qu'on a aussi une parenthèse musicale, qui ont plus d'expérience, mais qui ont besoin d'un retour pro. Voilà. Donc, mais il y a même toutes ces personnes ont besoin d'un public surtout, parce que c'est face au public qu'on change, qu'on évolue et qu'on regarde si ce qu'on a écrit fonctionne. Exactement. Même si c'est un public de professionnels. C'est pour ça qu'on dit que c'est une résidence avignonnaise, c'est-à-dire que c'est 3 soirs dans les jardins, plus le soir d'avant pour faire une petite répète. Donc en fait, vous passez 4 soirs hébergé à Avignon. Royal, dans des jardins magnifiques, pour présenter votre proposition dans un écrin. Alors écrivez-le en pensant quand même que c'est dans un jardin. Ça change beaucoup. Citoyen, bon patriote, faudrait chanter. Pas mal. David nu dans un parc, ça marche ou pas? Alors nu, je sais pas si ça plaira aux programmateurs avignonnais. Je suis pas sûr que ça attire énormément. J'ai quelques justement. Alors d'abord une première chose, il faut le dire, Avignon c'est une ville magnifique, c'est l'ancienne capitale de la papauté pendant près d'un siècle. C'est pour ça qu'il y a 400 jardins et hôtels particuliers dans cette ville. Ça fait qu'on peut se balader toutes les années et changer de jardin quasiment. Mais je crois qu'on a aussi une possibilité d'écouter un petit son sympa. Vous allez voir ce que ça donne quand on passe dans le IF. C'est peut-être un peu loin de la vérité. Ce que je fuis, ce que je vis, ce que je sais, c'est que je sais pas vraiment qui je suis. Tu te retournes, Cécile, ou pas? Ah oui, moi je me retourne direct. Chair de On poule. a tous buzzé. Et en fait, je crois que c'était le tabac complet dans The Voice, c'est ça, et c'était... C'est ça, c'est Lise qu'on vient d'entendre, qui était sur The Voice cette année et qui était dans le IF il y a 2 ans. Alors, on ne promet pas aux artistes qui font le IF qu'ils seront finir dans The Voice 2 ans ou à la plus tard, Comédie mais par Française. contre, on promet aux professionnels du spectacle vivant qui viennent dans le IF qu'en fait, potentiellement, ils voient 2 ans avant un talent pas encore repéré ou une proposition artistique qui n'a pas encore émergé. Donc c'est cet aspect repérage qui est très très intéressant. Alors pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être un projet aussi, comment on vient jusqu'à vous et comment on obtient justement cette place dans cette bulle magique, si on veut dire? Nous on fait une programmation toute simple tout le long de l'année, donc on peut nous contacter via notre site ou via notre adresse mail avignon.if@gmail.com. Et voilà, et on fait du repérage toute l'année dans toute la France. Donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est peut-être bien d'ailleurs de nous dire qu'est-ce que vous proposez ce mois de juillet, puis tout à l'heure on partira dans un jardin à Avignon, je crois. Ah oui, tu as un aperçu de la programmation de ce mois de juillet 2024. Alors notre programmation pour cette 11e édition du IF. Ah quand même. Ouais, quand même. L'été dernier on a fêté nos 10 ans. C'est l'âge mental de Philippe David. Oh donc vous êtes généreux, je suis plutôt à 6-7. Ah non mais c'est moi ça, 6-7, c'est pas vrai. Ou c'est que Simon Salomon a commencé très tôt. Oui, très tôt, qu'il est très très vieux mais qui fait pas son âge. On a 3 propositions cet été. Donc on dit pas dans quel lieu est chaque proposition parce que c'est quand même sur invitation et des soirées. Voilà. Mais on a Le Pardon, qui est une pièce écrite par Bernard Jean-Jean, qui est assez drôle et contemporaine sur un couple inusuel entre quelqu'un d'addict au sexe et une ancienne travailleuse du sexe. Donc comment ce couple traite des sujets de société, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Écrit par Bernard Jean-Jean et interprété par Martine Fontaine et Laurent Morel, les 8, 9, 10 juillet. Ensuite, les 14, 15, 16 juillet, on a une parenthèse musicale. Donc comme là on a entendu Lise Musique, cette année c'est Chloé Lang
qui est une femme pleine de talent parce qu'elle est comédienne, réalisatrice, autrice de ses propres chansons qu'elle interprète et met en musique. Une pépite. Donc c'est une pépite et je pense que l'écrin des jardins. Et elle a une voix à la Barbara, il paraît. Elle a une voix entre plein de chanteuses, notamment Barbara, et elle fait voyager dans plein d'univers différents. Donc c'est assez intéressant à rencontrer comme univers. Et ensuite, on aura une soirée unique pour finir le 18. Le 18 juillet, on a un Beckett, interprété par Vincent Degnard, qui est un comédien géant en taille et en talent, et qui fait une version stand-up d'un Beckett. Donc c'est très intéressant, très original. Voilà, d'un texte qui s'appelle Premier amour de Samuel Beckett. C'est vraiment un tremplin, Stéphane Pellet. C'est vraiment. Je vous le conseille, Cécile. Je sais que vous avez cette envie de venir monter sur les planches, et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Bon, il faut qu'on travaille. Dans le plus simple appareil, je sais pas, mais je suis pas trop partant. Je sais pas vous, Stéphane Pellet. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la mobilisation de ceux qui prêtent leur jardin. C'est ça qui est génial. C'est génial. Et ce sont des jardins très différents. Vous pouvez avoir le long du rempart donc d'Avignon, par exemple, des jolis jardins. Vous pouvez avoir des petits écrins tout petits, des hôtels particuliers. Vous pouvez avoir le long des rivières ce qu'on appelle avec Louvèze, etc. Mince, j'ai oublié le nom. Comment on dit à Avignon les endroits où les petites rivières comme ça. Enfin, ça va me revenir. C'est quoi on va chercher dans le dictionnaire. Les Sorgues. Oui, puisque l'île sur la Sorgue. Oui, et puis même en dehors un peu des remparts, parce que ça fait du bien de temps en temps en plein festival de sortir des remparts. C'est ça qui est génial. Mais les jardins ont en général une capacité moyenne de combien de spectateurs en moyenne, hein? Ça va entre 50 et 70. Ah oui, c'est des vrais beaux jardins. C'est des grands jardins. Et surtout, ça fait du bien d'aller dans un jardin à 20h30 où on n'a pas besoin de clim parce que ça baisse un peu en température, après avoir passé la journée dans les rues, sous le cagnard. Faut dire qu'il y a aussi une autre tradition très sympa, c'est qu'ensuite, souvent le propriétaire invite tout le monde à dîner dans son jardin. Voilà. Et on va demander à Carole Ringot dans quelques instants. Maison d'hôte, villa, Air Garden, justement, si elle nous invite à boire l'apéritif. On en parle avec elle dans un instant. Bonjour Carole Ringot, merci d'être avec nous. On fait une petite pause, vous bougez pas, vous restez en ligne? Bien sûr. Et on revient à vous dans quelques instants. À tout de suite, bougez pas. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est une habitude à prendre. Tous les lundis de 18h à 20h, sachez que vous êtes dans votre fauteuil ou à la maison, où que vous soyez. Vous écoutez les vraies voix citoyennes parce que vous êtes un citoyen et parce que vous avez envie d'engagement et vous avez envie d'entendre aussi du positif. Parce que ça, c'est belles histoires. Des belles histoires et du positif, et ça fait du bien, ce positif, avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros du G500 qui viennent dans leur petite besace toutes les semaines avec des sujets, avec des personnalités qui nous font rêver. Et là, en l'occurrence, on vous emmène au Festival d'Avignon avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros, et avec notre invité Simon Salomon qui est avec nous, qui est comédien depuis 11 ans, administrateur de l'école, metteur en scène et délégué général du IF. Donc c'est un peu le troisième volet du festival qui vous permet de regarder ou de rencontrer des artistes sur scène, mais chez des gens, ou en tout cas comme à la maison. Si j'ai bien résumé, vous me dites... Absolument, c'est ça. Vous me prenez en attaché de presse. Carole et Jean-Jacques sont avec nous. Bonsoir Carole et Jean-Jacques. Bonsoir Carole. Oui, il n'y a que Carole. Bonsoir. Jean-Jacques n'est pas là. Oui, non, Jean-Jacques est pas loin. Bonjour Jean-Jacques. Jean-Jacques est en train de préparer le repas. Non, il est en train de réfléchir à l'apéritif qu'il va devoir organiser pour le festival IF. C'est très bien. Ce sont pas des dîners, mais ce sont des apéritifs qu'on a la joie de partager avec toutes les personnes qui assistent donc 3 soirs de suite au spectacle. Alors je répète pour ceux qui ne viennent de nous rejoindre, donc le IF, vous accueillez chez vous, en tout cas des bonnes volontés chez soi, des spectacles pendant entre 1 et 3 soirées qui permettent en tout cas aux gens de venir regarder, et à des professionnels. Vous me dites si je me trompe, Simon Salomon, vous allez le dire mieux que moi. Non, c'est ça, sur invitation, donc on peut demander sur notre site avignon-if.com ou par mail avignon.if@gmail.com. On demande une invitation et on vient soutenir un artiste qui a besoin, comme vous le disiez tout à l'heure, de rencontrer son public et de travailler son spectacle. Et c'est accueilli par des citoyens mécènes d'Avignon
comme Carole et Jean-Jacques. Voilà, et donc on va venir passer 3 semaines chez vous, Carole. Une très très belle maison. Avec Philippe David. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors vous êtes une maison d'hôte, mais qu'est-ce que ça s'appelle d'ailleurs? Villa Airgarden? Alors la Villa Airgarden, alors justement, Airgarden en provençal, ça veut dire eau vive, parce que le jardin est bordé par le canal de Vaucluse. D'accord. Ah, voilà. C'est ça que Voilà, c'est ce qu'on cherchait, le canal de Vaucluse. Voilà, donc c'est une maison d'hôtes que nous avons créée il y a 3 ans maintenant, mais on connaît le festival Yves depuis bientôt 10 ans. On a d'ailleurs eu la grande joie d'accueillir le festival l'année dernière dans notre jardin pour son anniversaire. Voilà, donc nous jusqu'à présent, on est des passionnés de théâtre et on a eu la possibilité de participer à ces différents spectacles dans des jardins magnifiques d'Avignon. Et quand on a ouvert la maison d'hôtes, compte tenu du magnifique jardin que nous avons, on s'est tout de suite dit avec Jean-Jacques, il faut absolument qu'on accueille le festival IF. Et en plus, ça permettait de faire venir les spectateurs en dehors des remparts pour que le festival IF, le festival soit aussi bien proposé dans l'intramuros que dans l'extramuros. Une question, comment est-ce que ça se passe? C'est vous qui choisissez le spectacle qui vient dans votre jardin en discutant avec les organisateurs, ou les organisateurs vous disent voilà, c'est ça ou ça, point final? C'est certainement proposé plus gentiment. C'est ce que je veux dire. D'abord, c'est construit sur la base de l'envie, du partage, du lien entre nous tous. Donc, on échange avec Simon cette année et il nous a proposé un spectacle. Mais c'est aussi en fonction du lieu. Parce que un jardin va peut-être plus convenir à un spectacle un peu intimiste, un autre spectacle sera peut-être mieux dans un autre écrin. Donc voilà, c'est un échange et puis Simon et son équipe proposent le spectacle là où il sera le plus mis en valeur. Et nous, comme on est des passionnés, de toute façon, on suit. Mais c'est une sorte finalement de parrain-marraine qui à vie, quoi. Il y a un contrat c'est les super mécènes. Il y a un lien, c'est les super mécènes du IF. Et donc, pour rappel, qu'on soit propriétaire de jardin à Avignon, qu'on soit passionné de théâtre ou professionnel du spectacle, l'idée c'est d'avoir le courage d'aller voir ces pépites ou de les soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être demander son invitation sur le site, ça peut être devenir mécène du IF, parce que voilà, on en a des particuliers, des entreprises et ou des institutions. Donc, n'hésitez pas, ayez le courage d'aller soutenir les jeunes artistes ou les jeunes propositions, parce qu'ils ont besoin de vous, quoi. Et pour soutenir le IF, on fait comment? J'imagine que vous n'avez pas besoin d'argent. On a la question provocante. On n'existe que grâce à nos mécènes et à nos parrains. Donc, si vous avez un jardin, vous nous envoyez une photo du jardin. Et si vous voulez nous soutenir, vous allez sur le site avignon-if.com et il y a plein de gros boutons partout marqués devenez mécène. Voilà, vous ne pouvez pas rater ça. Rater ça. Merci beaucoup Simon Salomon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Délégué général du IF, c'est au Festival d'Avignon, et merci mille fois Carole. Ça commence quand d'ailleurs le Festival d'Avignon? C'est merci Carole, maison d'hôte Villa Airgarden. Airgarden. Villa Airgarden. Merci. Voilà. Beaucoup. Merci à vous. Allez, dans un instant, du rugby avec un bonsoir François. Bonsoir trio magnifique. Déjà, des invités exceptionnels. On va commencer par le président de la FFR, Florian Grill. Oui, parce qu'on va revenir sur l'événement de week-end qui est quand même la victoire des Français à 7 à Madrid. Ils ont gagné un peu l'équivalent de la Coupe du Monde du rugby à 7 à 2 mois des JO. Voilà. Alors, extraordinaire, parce qu'il y aura le président de la FFR, mais également le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7, Jérôme Darret, et Jean-Pascal Barac, qui fait partie de l'équipe gagnante. On va voir comment ils se sont relevés de la fête, parce qu'ils ont dû faire la fête à Madrid. Donc on fait jamais la fête quand on gagne au rugby. Non. Mais enfin, quand même, là, ils l'ont mérité. Allez, c'est dans un instant, juste après Sud Radio à votre service. En attendant, on vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain avec Philippe David pour Les Vrais Voix. À partir de 17h, passez une belle soirée. Salut à tous. Merci Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet. À tous les deux.